La semaine du critique littéraire en ligne. Thème du jour, sacralisation, normes et intérêts de la littérature actuelle. Le panel, professeur Alain Sirpangop, professeur Jean-Martial Abesolo, Moudlon. À la modération, Ré Déby. Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à cette dernière articulation de notre semaine du critique littéraire online. Vous nous avez suivis depuis lundi, vous avez toujours été avec nous et aujourd'hui on vous espère autant nombreux pour boucler cette partie, d'autant plus que j'ai avec moi le professeur Alain Sipangop, le professeur Abosolo, Pierre Martial et Moutlon, notre Kourouma 2014 avec ce qui sortait dans la nuit, notre Oussou international. Donc voilà. Et ça tombe très bien parce que avec les études menées par le professeur Abosolo sur la bilocation, déjà qui est d'un sujet bien important dont il m'a parlé une fois dans son bureau à l'université de Boya quand il y était encore, et avec le travail que nous l'avons fait, et aussi cet important livre Littérature, Culture et Territorialité du professeur Alain Sipangop. Et là, je crois que nous nous retrouvons dans un univers où nature et culture se rejoignent pour former un tout d'authenticité. Et j'espère qu'on va bien se régaler, et surtout avec notre thème sacralisation, normes et intérêts de la critique de la littérature actuelle. Et là, il s'agit bien sûr de la critique littéraire. Donc, merci à vous d'avoir pu répondre présent, d'avoir attendu parce que nous étions censés commencer à 17h. Bien, on a dit 1 heure, le temps de laisser tout le monde ajuster sa connexion, être en phase avec nous-mêmes. Et moi aussi de me poser dans un endroit bien plus sûr. Donc voilà, merci et bonsoir Moutlon, bonsoir pour ça, bonsoir pour ce Van Gogh. Merci, merci bien. Bonsoir. Très bien. Maintenant, donc, bien sûr. Bien, nous allons commencer à nous présenter déjà. On va commencer par le professeur Van Gogh qui va brièvement nous présenter sa personne. Je sais que les CV sont très longs, donc chacun va brièvement nous présenter, va brièvement se présenter et nous pourrons débuter. Bon, c'est difficile de parler de soi, le moi est haïssable, mais pour faire court, je vais dire que je suis professionnel de la communication et de l'art, parce que j'ai une formation de journaliste à la base et d'artiste aussi, mais en même temps, je suis universitaire, je suis professeur titulaire des universités, j'exerce à l'université de Tchang, notamment à la faculté de lettres et sciences humaines. Je suis un mordu de littérature. J'ai été rat de bibliothèque depuis l'enfance. Donc, c'est une passion de très longue date et c'est un plaisir d'être sur un panel avec un auteur qui marque son temps comme Moutlon. Et j'ai le plaisir d'avoir celui qui a la passion critique avec moi, le professeur Abesolo. Voilà qui je suis. Ré Déby, on partage souvent des ateliers, des séminaires ensemble de temps à autre avec les étudiants en masterclass. Bien sûr. Merci, professeur Bangop. Oui, c'est naturellement ce que nous faisons. Professeur Abosolo. Oh, voilà. Merci. Que dire, professeur Abosolo, Pierre Martial Abosolo est enseignant à l'université de Bolova au rang de maître de conférence et enseignant associé à d'autres universités. Bon, je vais dire que je suis un féru de belles lettres. J'aime bien les belles lettres. Je lis beaucoup. Je m'essaie depuis un certain temps dans la promotion littéraire avec ce petit groupe que vous connaissez bien, Espace littéraire. J'ai le plaisir de rencontrer plusieurs auteurs. Oui. J'ai publié beaucoup d'ouvrages. Je travaille beaucoup plus sur le surnaturel dans la littérature. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Dans une perspective comparée,
je lis les textes africains et les textes occidentaux pour essayer de voir exactement où se trouvent les points de convergence et les points de divergence. C'est à cette occasion-là que j'ai pu faire connaissance du beau texte de notre cher ami Motlon. Et c'est avec beaucoup de passion que j'ai lu ce texte et que je l'ai fait lire à mes étudiants. C'est un plaisir aujourd'hui d'être avec le professeur Pangop, à qui je dois beaucoup. Vous savez, dans nos milieux universitaires, quand on n'est pas tenu par, parfois, quand on n'est pas tenu par celui qui décide de vous aider, quand c'est compliqué, ça devient vraiment compliqué. Alors, je lui dois vraiment beaucoup de choses. C'est beaucoup de gratitude. Hein. Bon, maintenant, un groupe acolyte, on ne cessera jamais de le dire, c'est un groupe formidable qui fait beaucoup de choses que j'ai rencontrées depuis Boya, Pauline, Ray Déby. Vraiment, c'est formidable de voir aujourd'hui comment est-ce qu'on a évolué. Et je crois qu'il faut vraiment vous encourager. C'est pour cela que nous autres allons toujours répondre à vos invitations parce que nous voyons vraiment ce que vous faites pour notre littérature. Et c'est très bien. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Et bien sûr, grâce à des âmes comme les vôtres que nous arrivons à avancer dans ce monde un peu difficile, mais vous nous permettez vous êtes des guides, vous êtes de vrais guides pour nous, et vous nous permettez de ne pas nous égarer et surtout de rester aussi authentique et naturel. Et parlant justement d'authentique et naturel, nous avons celui que moi j'appelle Magnan, Motlon, celui qui a découvert Guy Descartes et qui a grandi et est devenu lui-même cet écrivain. Alors, Motlon, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi? Qu'est-ce que nous peut dire en plein jour? Bon, déjà, je suis ravi de partager le plateau avec le professeur Abel Solo, avec lequel je travaille depuis quelque temps. C'est un projet qui vous parviendra certainement, je l'espère. Et ma satisfaction aussi grande de côtoyer le professeur Pangop, deux éminents professeurs, pour un plateau comme celui-ci. C'est tout à mon honneur. Bon, je m'appelle Daniel Alain Sekbe, mais sur le plan littéraire, on m'appelle Motlon. J'ai 3 romans dans ma bibliographie, ceux qui sortent dans la nuit, Grasset et Pascal 2013, Prix Kourouma 2014, et La possession des charognards, édition Clé en 2015, et mon dernier roman s'intitule Les 700 aveugles de Bafia, chez Emmanuel Colas en 2020. Un roman qui a déjà été traduit en anglais, en arabe, entre autres. Et donc, je suis content d'être là et j'espère apporter ma modeste contribution à l'éclairage de nos internautes. Et comme toujours, je dis bravo à Acolyte, à Ray Déby et à Pauline Ongono. Merci. Merci grand frère. Et justement, je vais rester avec toi pour commencer sur ce thème de la question de la sacralisation, normes et intérêts de la littérature actuelle. Bien. Étant déjà, tu as un rapport particulier avec les universités parce que je rappelle qu'en 2019, quand je te vois c'était pour la deuxième fois parce que je t'avais déjà vu au GEPAL, ben on ne se connaissait pas, mais c'est en 2019 que je vois pour la première fois parler des congrès de Lomé. Nous étions pour une conférence justement où le Cameroun était le pays à l'honneur. Donc, et là, tu m'as appris qu'il y a un club qui avait été créé à l'université de Lomé, justement. C'est donc quelques temps plus tard que tu me l'apprends, le club Ewusu. Alors, quand tu es porté à ce niveau, à ce stade, au sein d'une institution universitaire, comment tu le ressens, comment tu le reçois déjà d'être porté à ce stade? Par-delà, bien sûr, le prix Kourouma, il est déjà installé, mais être installé maintenant au sein d'une université, dans un club qui est créé, malgré toi, tu es loin de toi. Alors, comment tu reçois la chose? Mais j'avais été d'autant plus surpris. Vous savez, j'avais été invité à Lomé à cette occasion-là par mon éditrice togolaise. Parce que mon roman, Les 700 aveugles de Bafia, non, pas celui-là, le roman, ceux qui sortent dans la nuit, avait été agréé au sein d'une coédition africaine dans laquelle on pouvait trouver
8 éditeurs du continent africain, dont la Togolaise Yasmina qui dirige Graines de pensée. Donc, je me doutais bien que quelques Togolais, voilà, je me doutais bien que quelques Togolais avaient lu mon livre, mais de là à arriver à l'université, à Simbe et Yadema, et trouver tout un club littéraire qui s'est baptisé Club Ewusu en rapport avec le thème de mon roman, mais j'avais été époustouflé. Et ces étudiants de ce club m'avaient presque pourchassé durant tout mon séjour à Lomé. Dès que j'étais invité dans une radio, ils étaient là. J'allais au palais des congrès, ils étaient là. J'avais fini par les localiser. Donc, quand je me déplaçais, je les voyais. Et pour un auteur, vous savez, pour quelqu'un comme moi qui écrit et les thèmes que j'agite, qui sont le paranormal, la duplicité, bref, le retour aux sources et la réappropriation du legs ancestral. Mon cœur de cible, c'est l'Africain. J'écris, c'est vrai que pour la plupart, pour l'essentiel, mes romans sont publiés en Europe, mais c'est d'abord pour l'Africain que j'écris. Et j'avais été un peu désabusé à la sortie de mon roman quand je m'étais rendu compte qu'il circulait dans tout l'espace francophone, sauf en Afrique. Ça a mis quelque temps à la faveur de cette édition pour que le livre arrive vraiment au lectorat souche. Et à Lomé, quand je me suis rendu compte que les Togolais l'avaient non seulement lu, apprécié, ils étaient en train de le diffuser. Ils avaient fait un club de lecture, mais vous pouvez imaginer. Et j'ajoute même que au sein de ce club, il y a un jeune homme qui a soutenu une thèse et qui a travaillé sur ceux qui sortent dans la nuit. Il m'a envoyé la thèse. Bon, vous voyez, voilà, le livre a souvent 1000 vies. Un livre, c'est comme une bouteille à la mer que vous jetez et qui peut atteindre ou pas son rivage. Et nous, les auteurs, modestement, quand on se rend compte que même après un siècle, le livre est parvenu à sa cible, en réalité, c'est ça le prix. C'est ça. Le prix Kourouma, on respecte, on apprécie, mais le vrai prix est décerné par le lecteur. Ok, ça c'est magnifique. Je crois que ça fera partie des citations de la Sécrilo. Le vrai prix est décerné par les lecteurs. Et justement, parlant de lecteurs, parlant de ce niveau de sacralisation, pour ce pendant, comment les universités traitent-elles les parutions littéraires? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une parution soit inscrite dans une thèse? Nous allons parler de son livre, par exemple, qui fait l'objet d'une thèse, et pas seulement d'une thèse, son livre fait l'objet de plusieurs thèses. Alors, comment cela est choisi? Quels sont les critères même déjà sur quelle base on va pour dire qu'un roman est crédible pour une thèse ou pas? Professeur Pangop, si vous pouvez couper le micro. Oui, j'ai ouvert le micro, je pense. D'accord. Pour y répondre à cette préoccupation, je dois dire que tout dépend justement du courant critique dans lequel on se situe. Vous savez, la critique universitaire, contrairement aux autres mouvements critiques, parce que je distingue toujours 3 mouvements critiques. Il y a le mouvement critique universitaire, le mouvement critique journalistique et puis le mouvement critique populaire où les avis viennent de tous les azimuts. Et donc, la critique littéraire des sens universitaires, comme je disais, place souvent l'expérience littéraire dans l'ordre du sacré. Et les classiques de la littérature, qui sont donc ceux que les tenants des canons littéraires ont sacralisés, ils servent de boussole aux autres. Donc, si à partir des esthétiques, à partir des genres qui sont parfois fétichisés et considérés comme des normes, on peut générer des sujets de thèse. Selon que tel auteur de romans, de poésie, de théâtre ou de nouvelles est considéré comme un modèle esthétique qui est consacré par les choix
de la critique universitaire. Tant et si bien que tout Ok, bon, ok, d'accord. Il y a quelques soucis de réseau avec le professeur. Quand il reviendra, on lui demandera de couper son fait ça. Il pourra couper sa caméra pour optimiser le flux d'Internet chez nous. Oui, ok, c'est parfait. Voilà, je peux couper la caméra et parler. Voilà, c'est parfait. Alors, je disais que les esthétiques sont donc, avec les genres littéraires, sont souvent fétichisés par les tenants des normes, et ce sont ces critiques universitaires qui tiennent ces normes, qui tiennent ces canons littéraires et qui considèrent toutes les formes de profanation esthétique ou générique comme hors norme, comme anormale, parce que l'écriture devient transgressive, parce que l'écriture brise les tabous et va dans les interdits fixés par les différentes chapelles littéraires. Ce sont donc fonction des chapelles littéraires que ces choix d'auteurs à analyser peuvent se faire, et surtout aussi le prestige symbolique que confère la canonisation de certaines plumes. C'est ça qui complexifie même d'ailleurs le rapport à la critique. Donc, dans le registre sacral, on va considérer comme profane des pratiques littéraires qui échappent aux normes. Et on va choisir les auteurs qui sont reconnus par les normes fixées par les canons littéraires, fixés par les canons de la critique littéraire, notamment relativement à l'histoire littéraire, notamment aussi à la théorie littéraire. Donc, ce sont ces éléments combinés qui confèrent le choix de tel ou tel auteur, mais il y a toujours un souci de Oui, professeur. découvrir l'autre versant de la critique est très important, la critique journalistique. Elle révèle parfois des auteurs, elle révèle ce que les instances de la production littéraire ont pu générer, même si cette critique journalistique est souvent considérée comme essentialiste par les universitaires. Elle porte le débat littéraire sur la scène populaire. Elle fait connaître les acteurs de la chaîne de valeur du livre ainsi que les catégories littéraires. Donc, on tient compte d'elle, mais en même temps, on peut aussi être révélé par la critique populaire et populiste, c'est-à-dire celle qui vient de tous les azimuts, peu importe le profil du critique. Elle peut se mêler de tout, mais elle sert de baromètre pour le niveau de réceptivité d'un auteur et de son œuvre. Alors donc, ce sont ces trois mouvements critiques qui sont utiles à la littérature actuelle. Moutatis Moutandi, je vais y revenir, parce qu'elles ont des avantages et des inconvénients à chacun de ces mouvements-là. D'accord. Voilà, ça c'est bien. Ok, ça c'est très bien. Il y a plusieurs points qui ont été soulevés sur lesquels, bien sûr, nous reviendrons parce qu'il y a toutes les personnes qui nous suivent et qui peuvent déjà poser leurs préoccupations. Professeur Bossolo, quand on regarde l'université, quand on regarde la critique littéraire, on voit d'abord l'université. Quelle est la responsabilité justement de l'université dans l'accompagnement des auteurs de leurs livres vers le public? Quelle est la responsabilité des universités? Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place, surtout sur le plan critique, la réceptivité d'une œuvre littéraire? Comment l'université œuvre-t-elle à rendre une œuvre littéraire réceptive? Oui, il faut déjà savoir que une des options, une des missions de l'université, c'est la recherche. Et la recherche littéraire, justement, peut aller dans le sens de la promotion de certaines œuvres. Les œuvres, le collègue disait tout à l'heure, qui obéissent à un certain nombre de canons, critères. Le prestige, une œuvre qui a un certain prestige, une œuvre qui capte le goût des étudiants, une œuvre qui va dans le sens d'une certaine nouveauté et qui est à la une. On parlait
de Mouflon tout à l'heure. Il a dit le tollé que son œuvre a eu à faire. Et justement, l'universitaire, qui ne doit plus être celui qui reste dans les amphis, est avec le peuple, il est avec le public, et il cible et comprend rapidement les enjeux autour d'une œuvre littéraire. Et une œuvre qui n'est pas connue peut facilement être diffusée à l'université, d'abord par l'enseignement, parce que nous avons quand même la latitude un tout petit peu de choisir nous-mêmes les œuvres selon un certain nombre de critères que nous définissons par rapport à nos objectifs pédagogiques. Et de ce point de vue, il est fort possible et probable que l'enseignement soit axé vers une œuvre qui sera bien connue, parce que beaucoup d'œuvres qui n'ont pas été lues par le grand public se retrouvent bien connues dans les amphis. Et sorties des amphis, elles rentrent dans la rue, dans la société, à partir de ces ambassadeurs qui sont nos étudiants. Et justement, l'œuvre est lue. Et de plus en plus aujourd'hui, vous avez parlé de masterclass, de plus en plus aujourd'hui, nous, dans nos amphis, nous appelons, nous invitons les auteurs. Nous invitons les auteurs de telle sorte que la promotion est déjà assurée au niveau des salles de classe. Et cela, ce n'est pas tout. Même dans le cadre des conférences, le cadre des tables rondes, dans le cadre des symposiums, l'université s'ouvre aux auteurs et là, ils ont la possibilité d'exposer leurs livres. Bon, l'autre forme d'accompagnement, bien entendu, c'est des contacts directs, plus ou moins directs que l'université a avec des auteurs. Il peut arriver qu'on soit en contact avec un, qu'on lui fasse quelques suggestions amélioratives pour que peut-être dans le prochain texte, tel aspect qui a peut-être été biaisé ou négligé soit réparé, notamment du point de vue esthétique. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons, certes, mais sachant déjà à peu près ce que les étudiants attendent, ce que les lecteurs attendent, il nous est possible de discuter avec les auteurs et d'ouvrir des perspectives dans le sens de l'amélioration de leurs produits. Bon, je crois qu'à ce niveau, c'est déjà quelque chose. Il y a aussi cet accompagnement, même au niveau de l'achat, parce que là aussi, c'est le ventre mou. On essaie, les auteurs publient, mais le livre n'est pas suffisamment vendu. Il nous arrive d'organiser des promotions. Je peux vous dire, dans une de mes classes, j'ai eu à procéder à une petite technique que j'ai appelée la foire interne, une espèce de tontine du livre. C'est-à-dire que chaque étudiant vient avec un livre et nous confions les livres aux délégués. Si nous sommes 100, nous avons 100 livres différents qui sont mis à la disposition des étudiants. Ça fait que vous venez avec un livre, mais vous avez 99 autres auxquels vous avez accès et cela ne peut qu'enrichir l'espace littéraire au niveau de l'université et au niveau du grand public. Bon, c'est pour dire qu'il n'y a pas de rupture. Au contraire, les universités se sont ouvertes et travaillent beaucoup dans le sens de la promotion des œuvres littéraires des auteurs. D'accord, merci prof. Je vais rester avec vous. Vous avez parlé de cette acquisition de livres et tout, le reste, parce qu'il y a des auteurs, nous les rencontrons au quotidien, qui trouvent que l'université, c'est le sommet de la montagne. L'auteur, il est au pied de la montagne et c'est pas facile de gravir cette montagne parce que cette montagne, elle ne va jamais à l'écriture, elle ne va jamais rencontrer la pluie. Alors, est-ce que les auteurs, quelle est l'ouverture, je veux dire, la plateforme qui est accordée aux jeunes auteurs, aux auteurs inconnus, même déjà qui viennent sortir leur premier texte, est-ce qu'ils ont des voies qui leur sont permises vers l'université? Oui, bien sûr. D'autant plus que l'avantage qu'ils ont, ces jeunes auteurs, c'est que l'université, c'est les milieux jeunes. C'est les milieux jeunes. De telle sorte que les livres qui sont publiés par des jeunes, le message passe plus rapidement à travers des rencontres que nous organisons. Et aujourd'hui, le professeur Pangop ne va pas me démentir, nous autres, dans le domaine de la littérature, comme je l'ai dit, nous ne restons plus dans des canons classiques, infranchissables, des barrières difficiles à surmonter, non.
Absolument, absolument. Oui, oui, l'ouverture est là et nous donnons la possibilité à des jeunes étudiants, à des jeunes auteurs de travailler avec nous, de discuter avec des enfants de leur génération, d'exposer leurs problèmes. Et fort heureusement, nos hiérarchies différentes nous l'autorisent déjà. Donc, il peut arriver que 2 heures de cours, 2 heures consacrées à la théorie, soient un peu sacrifiées et remplacées par des heures de discussion avec un jeune auteur. Donc, c'est pour dire que c'est déjà possible. Il n'y a plus à craindre. Il n'y a plus à penser que l'université, c'est le sommet du savoir et du coup, il n'est pas possible d'y accéder. Non, c'est ouvert et je pense que notre cher ami Moutlon, quand il était à Lomé, je pense que les portes des universités ne lui étaient pas fermées. Il a quand même eu la possibilité de discuter avec des étudiants et à partir de là, nous avons des jeunes talents qui naissent. Après le départ d'un étudiant, vous voyez des enfants qui vous rencontrent, qui vous présentent des poèmes, qui vous disent, monsieur, moi aussi j'ai une nouvelle, est-ce que je peux me rencontrer l'auteur, ainsi de suite. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce sujet. D'accord, d'accord, merci prof. Justement, étant donné que vous l'avez évoqué, je vais aller vers Moutlon maintenant. Moutlon, est-ce que lors des passages dans les universités, des discussions, il y a eu un entretien, par exemple, qui s'était tenu avec l'autre écrivain togolais Théo Ananiso, et c'était toujours dans le cadre de l'université et tout. Et lors de ces passages-là, est-ce qu'à un moment, tu te dis, j'aurais aimé vivre ça plus jeune? Est-ce que tu te dis que plus jeune, tu ne le méritais pas, ou alors plus jeune, tu n'avais pas suffisamment de potentiel pour prétendre te trouver à ce type d'endroit? Est-ce que le prix Kourouma, parce que c'est le prix Kourouma, c'est lui qui ouvre ses portes, ou alors, quand tu arrives à l'université, quand il y a ces entretiens, tu as l'impression que c'est la plume qui ouvre ses portes, la maturité de la plume n'est pas le prix. Est-ce que déjà, la première question, est-ce que tu te dis que tu aurais peut-être aimé vivre ça à 25 ans? Mon expérience est particulière parce que vous devez savoir que je n'ai pas eu la chance de rencontrer un auteur jusqu'à ce que je publie moi un roman. Peut-être parce que je n'étais pas dans les filières littéraires. Moi, j'ai fait biochimie à l'université. Et après, j'ai fait des études d'audiovisuel. J'ai même eu un parcours scientifique au secondaire, au lycée. Moi, j'ai fait la C, puis la D. J'ai eu un bac D qui m'a naturellement orienté vers les sciences naturelles. Et donc, durant mon cursus, j'étais plus porté par le virus de la lecture. Je suis un boulimique de lecture et c'est cette passion de la lecture qui m'a dérivé vers l'écriture avec la fantasmagorie, l'imagination. Je n'ai pas eu cette chance-là. Et donc, quand je suis dans les universités, je sais pertinemment que parmi les élèves, les étudiants qui m'écoutent, qui me posent des questions, il y a des plumes qui ne demandent qu'à mûrir, comme la mienne à l'époque. Et je leur parle en conséquence et je mesure bien la chance que je n'ai pas eue. Parce que j'aurais peut-être évité certains écueils si j'avais eu l'heure de rencontrer, par exemple, une Khalid Béala en 1996 ou 17 quand je commençais. Si j'avais peut-être pu discuter avec... mais oui, si j'avais pu discuter, par exemple, avec un Abéga, Séverin Cécile, nous n'avons pas eu... Oui, Séverin Cécile Abéga, que j'aimais par ailleurs et dont j'ai lu au moins 3 œuvres. Vous comprenez que je suis allé à l'université à Dakar, où j'ai échangé avec des étudiants. J'ai été à l'université à Lomé. Je suis même allé à Conakry. À Conakry, justement, parce que vous venez de Conakry pour Lomé. Ici au pays aussi, j'ai été à l'école normale supérieure à Yaoundé 1, où j'ai eu des... Même à Lyrique, vous savez, la demande, elle est là. J'ai même eu une étudiante du professeur Abesolo qui a travaillé sur ceux qui sortent dans la nuit. Donc, en ce qui me concerne, j'ai dû prendre le temps de mûrir lentement ma plume parce que ma main n'a pas été tenue par un aîné. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, je suis plus dans le partage. Je sais exactement par où je suis passé et les tracas que je pourrais éviter à une jeune plume, rien qu'en ayant un échange de 30 minutes. Je sais exactement sur quel point insister dans le style ou bien même dans la configuration générale d'un texte.
D'accord. Et donc, ce que nous pouvons comprendre, c'est que la patience permet d'arriver à divers endroits. Est-ce que quelque part, le reproche est fait aux jeunes auteurs d'être pressés? C'est tout à fait normal. Vous savez, dès que vous vous lancez dans l'écriture, la première chose qui vous arrive, c'est que vous êtes amoureux de votre texte. Et donc, ça vous disqualifie même à le corriger, à le relire. Puisqu'on n'amende pas quelque chose qu'on aime. On le prend tel quel. Et la plupart des jeunes auteurs ont cela que tout de suite, ils veulent voir leur livre dans les rayons d'une librairie ou bien dans une bibliothèque. Ils n'ont pas fait le travail de relecture, le travail de réécriture, d'implémentation de style. Il manque souvent, bon, c'est vrai que la faculté d'aujourd'hui de pouvoir publier rapidement un livre, même sur les réseaux sociaux, il y a des plateformes qui font en sorte que la qualité du livre s'en ressent. Mais je peux comprendre. Moi-même, j'ai été tiraillé, j'ai été éperonné par ce désir dès les années 99 où j'ai commencé à envoyer des manuscrits en Europe. Donc, je peux comprendre, mais j'invite tous les jeunes plumes ici, il y en a qui nous écoutent, à prendre le temps d'asseoir un concept littéraire. Aujourd'hui, nous sommes là à parler de normes. Les normes en littérature, c'est vrai que c'est déjà une position. Oui, on est dans quelque chose d'artistique, mais pas que. Et donc, il y a avant le déploiement de l'imagination fantasmagorique, il faut noter que cet objet, ce livre-là, on doit pouvoir évaluer sa valeur artistique. On doit pouvoir mesurer sa profondeur artistique, la suggestivité de l'objet, du texte, c'est-à-dire la capacité à générer des idées et à les passer à travers un texte. Donc, quand il y a quelqu'un, un jeune homme qui écrit et qui n'a pas une certaine assise intellectuelle, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il va écrire, je ne sais pas moi, peut-être même, mais vous savez, même les romans à l'eau de rose, moi, je n'en fais pas, j'en ai lu quelques-uns dans mon enfance, et je me dis que, bon, peut-être sur ce plan-là, on ne demande pas à quelqu'un de donner une épaisseur spirituelle à son roman, mais même là, il faut quand même que le texte ait quelque chose comme une permanence ou bien une universalité qui ne s'acquiert pas du premier jet, croyez-moi. D'accord. Là, vous avez soulevé aussi des points qui sont très importants, ce qui concerne ce travail, ce recul que l'on doit avoir et aussi cet aspect éditorial. Pour ce Pangop, justement, votre livre Littérature, Culture et Territorialité, dont j'ai eu le bonheur de parcourir les 370 pages et que vous m'avez généreusement dédicacé lors de mon passage à Bafoussam, où justement vous étiez aussi pour une rencontre littéraire, justement. Et là, on réalise que l'écriture doit avoir un certain ancrage. Avec Moutlon, nous avons appris aussi de l'implication des auteurs quand ils écrivent. Est-ce que lorsque vous voyez, vous prenez, déjà, est-ce que vous êtes au contact des jeunes écrivains, des jeunes auteurs, des nouveaux auteurs? Jeunes, ils peuvent avoir 70 ans, mais sont des nouveaux auteurs. Est-ce que vous êtes au contact des nouveaux auteurs? Et maintenant, dans la question qui suit, est-ce qu'ils sont suffisamment impliqués dans leur écriture? Cela, bien sûr, on appelle aussi à l'écoute. Est-ce qu'ils sont suffisamment impliqués dans leur écriture pour pouvoir prétendre être des sujets dits de thèse ou bien des sujets d'études, autre chose? Votre micro est fermé, professeur. La question m'était adressée et je n'ai pas suivi le début. Ok, d'accord. Le début de la question, c'est est-ce que ces jeunes auteurs, ces nouveaux, est-ce que vous avez vous avez un contact direct, particulier avec ces nouveaux auteurs? Les nouveaux auteurs, est-ce que vous les lisez, professeur? Oui, je demande si vous lisez ces auteurs inconnus, si vous entretenez un rapport particulier avec eux. Et maintenant, ce que j'aimerais savoir par la suite, c'est est-ce que le degré d'implication de ces auteurs dans leur texte
n'est pas ce qui leur fait défaut parfois. Bon, je crois que la connexion, l'instabilité du réseau chez le professeur va un peu perturber la communication directe avec lui. Alors, professeur Abosolo, je vais vous transférer cette question. Les jeunes auteurs que vous lisez, parce que vous avez déjà présenté ça, vous nous avez reçu même déjà avec tous les autres. Les jeunes auteurs, ces nouveaux auteurs que vous lisez, il leur manque certainement des choses. Parce qu'au niveau de la relecture, on le ressent. Alors, vous, à votre niveau, quand ils vous viennent, ces jeunes auteurs, je veux dire, comment repartent-ils? Est-ce qu'ils sont déjà ouverts? Est-ce qu'ils sont déjà ouverts à l'écoute? Parce que là, nous sommes déjà au niveau de la norme. Nous allons revenir sur la norme et les intérêts de la littérature actuelle. Est-ce qu'ils comprennent déjà les enjeux de la littérature actuelle? Ok, d'accord. Bon, relativement à la question de la norme, de ces jeunes étudiants, je peux vous dire de ces jeunes écrivains, je peux vous dire que moi, j'ai reçu souvent deux catégories d'auteurs, de jeunes auteurs. Il y en a qui sont vraiment patients et qui s'inscrivent dans la logique de Mouflon, qui est celle de Boileau. Hein, avant que d'écrire, apprenez à penser, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, vous connaissez, hein, et les mots pour le dire arrivent aisément. Et tu attendez, écrivez, effacez sans cesse, faites beaucoup de brouillon et le reste, et le produit final sera parfait. Beaucoup adoptent cette posture où ils viennent apprendre. Ce n'est pas que nous modifions leur imaginaire ou leur imagination, mais nous leur donnons quand même un certain nombre de canons. Nous leur disons, attention, ça c'est beau, c'est très bien, mais attention, si le livre est publié avec des incorrections de ce genre, si c'est avec ce style, ça ne pourra pas fonctionner. Parce que voyez-vous, nous sommes dans une situation où aujourd'hui en Afrique, on a laissé savoir à une certaine génération que le style doit être surréaliste et puis le plus important, c'est les idées. Et là, on ne fait pas une grande différence entre ce qui est surréaliste voulu et ce qui est malheureusement surréaliste lié à l'ignorance et qui est une faute. Alors, c'est bien beau de publier. On peut se retrouver avec, parce qu'on va dire Kourouma, oui, la malinquisation, il a mis des mots malinqués, ça situe des phrases, on va prendre Sonny Labou, bon, voilà, ils ont leur façon d'écrire, et le français qui est tropicalisé, ce n'est vraiment le français de Paris, bon, c'est bien, mais là, je crois que c'est une volonté, et il y a des objectifs derrière ces choix. Or, malheureusement, on se retrouve avec des auteurs, certains, qui ne prennent pas la peine de relire le texte convenablement et qui sont également aussi jetés dans la queue de certains éditeurs qui ne prennent pas non plus le temps de leur renvoyer le texte afin qu'il soit corrigé. Le plus important pour eux étant de le publier, le diffuser, et puis on est content d'être auteur. Donc, on a cette catégorie. Je vais vous rappeler, il y a une petite anecdote. Une fois, je ne vais pas citer le nom, on a une jeune auteure d'une certaine région du Cameroun qui, ma foi, en 2 semaines, a eu un très grand succès médiatique. On a parlé d'elle, on a dit qu'elle était formidable parce qu'elle posait un problème lié, je crois que c'était l'exploitation de la jeune fille dans cette région-là. Donc, vraiment, tout le monde en a parlé. Au sein même de mon département, non, même des collègues qui n'avaient pas lu le texte disaient que c'était un excellent texte. Je ne sais pas comment, par hasard, je suis tombé sur le livre. J'ai fait première page, deuxième page. Je vous assure qu'à la 3e page, je l'ai casé parce que c'était une catastrophe stylistique. Vraiment, bien sûr, je l'ai lu aussi, bien sûr. Bon, voilà. Et puis, j'ai dit aux collègues, ça, vraiment, ce livre ne durera pas. Oui, c'est beau, on applaudit, mais il ne durera pas, il ne mettra pas long. C'est comme la musique. Certaines thématiques sont juste éphémères, et puis à un moment, la flamme est éteinte. Et en fin de compte, j'ai appris qu'il y a eu des procès entre la jeune fille et l'éditeur. Bon, voilà, je ne sais pas, elle a accusé l'éditeur de n'avoir pas lu. Bon, je crois qu'il y a eu un ping-pong de ce genre. Donc, c'est souvent aussi donc, cette catégorie qui arrive et qui veut vite publier.
et il y a une catégorie qui arrive et qui veut publier. L'autre, comme j'ai dit, il y a deux catégories. Celle qui veut absolument publier et celle qui prend le temps. Oui, ceux qui prennent le temps. Oui, après, le texte est beau. On a des garçons, j'ai Emma Dan, qui a été mon étudiant, il a fait de la poésie. Il lui arrivait souvent de venir, de dire, bon, ça, je vais publier ça, ça va être un slam, je vais déclamer, mais jetez quand même un coup d'œil. On regarde ensemble. Ça peut ne pas être le prof, ça peut même être un autre camarade qui a une autre lecture. Donc ça, mais quand ça arrive au niveau où on ne peut pas, on n'a pas pu corriger, ça fait un problème. Donc c'est pour dire que nous sommes souvent en difficulté de lire certains textes parce que certains peuvent les trouver beaux, mais là, ceux qui les trouvent beaux, ce sont, je mets entre guillemets, et profanes. C'est des livres qui ne peuvent pas traverser le temps et parfois aussi l'espace. Ce n'est pas parce que Moutlon est là. Quand vous prenez le texte de Moutlon, quand vous prenez la philosophie défendue par l'Académie, la science, l'Académie des sorciers, avec son Ada et autres, mais c'est tellement bien fait. Il y a là-dedans de la belle écriture, il y a là-dedans de la recherche qui a été faite avant. La recherche sur la création, la fabrication de la radio, de la télévision, du téléphone et autres. Donc, vous savez, quelqu'un a pris le temps. Donc, c'est ce qui fait problème. Mais cela, si je l'ai dit, ce n'est pas pour dire que, pour évacuer le fait qu'un auteur puisse spontanément être imaginé, produire quelque chose de beau, sans que cela passe par une certaine censure. Et c'est là où je peux vous dire que parfois, les universitaires inquiètent parce que aller leur présenter un texte, parfois, c'est déjà être sûr que non, on va biffer, on va souligner, on va demander à reprendre. On le vit pas seulement chez les écrivains, même dans les thèses, les mémoires et les thèses, c'est notre rôle. Donc moi, je pense qu'à la fin, pour chuter, l'auteur doit concilier les deux, entre son imaginaire pur qui ne doit pas souffrir d'un certain emprisonnement parce qu'il est libre. C'est lui le patron du livre. C'est lui le dieu du livre, celui qui a créé son livre. Mais qui tienne compte du fait que le livre va sortir de ses mains et ne lui appartiendra plus. Et quand il ne lui appartient plus, toutes les critiques sont possibles. À un moment, ce qui est fait est fait. On ne peut plus retirer le livre et il est saboté, il est détruit. Voilà. Merci. D'accord, merci beaucoup pour ça. Et justement, je vais emprunter le pont que vous avez construit, le pont qui va me mener directement à Moutlon avant de revenir au professeur Pango. Moutlon, bon, je te pose cette question avant de prendre l'autre question. Il y a une question pour toi de la part de Calix Laurence. Donc, ce que je vais te demander à toi, c'est quand avec toi, je rappelle, on a beaucoup parlé de l'implication de l'auteur, de comment l'auteur se dispose déjà pour écrire tout le travail qu'il y a en amont, tout ce qui doit se passer avant de produire son écriture. Un moment, tu étais du côté des auteurs inconnus, du grand public qui n'étaient pas primés, puis tu es passé justement du côté des auteurs canonisés, consacrés, ceux qu'on regarde comme des modèles d'écriture. Alors, est-ce que cette transition, j'ai envie de poser une question qui te ressemble un peu, est-ce que c'est une transition sorcière? Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver quand on est jeune auteur, qu'on passe d'un auteur qui était dans son village à un auteur qui passe directement sous l'effet de la rampe? Est-ce qu'il faut une sorcellerie particulière? Est-ce qu'il faut un voyage astral pour passer d'un bord à l'autre? Bon, ben, ça dépend de ce qu'on entend par sorcellerie. Si c'est le travail, oui, il faut une sorcellerie particulière, c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai commencé par construire un concept littéraire, tout simple, qui part même de mon pseudonyme. J'aurais pu signer mes livres de Daniel Alain, parce que c'est le nom que mes parents m'ont donné, mais j'ai mis Moutlon, qui signifie quelque chose en langue maternelle. Et je me suis choisi des thèmes récurrents. Les 3 livres que j'ai publiés ont le même idéologique. Un instant, Moutlon. Celui il y a une sirène que l'on entend. Est-ce que ce micro peut être coupé? Il faut couper mon micro. Merci, c'est bon, mon code PL. C'est bon, tu peux y aller. C'est bon. D'accord. Je m'étais mis en situation de construire d'abord
l'univers dans lequel je vais me déployer. Disons que c'est peut-être, ça me vient peut-être des mathématiques que j'ai enseignées à un certain moment. Il faut définir dans l'étude d'une fonction le domaine de définition, toujours et toujours. Si c'est une fonction rationnelle, il faut prouver que le dénominateur est non nul, ainsi de suite. Et donc, moi, j'ai défini d'abord le cadre dans lequel je vais m'étaler, dans lequel je vais articuler ma création. Et j'ai choisi la ruralité. J'ai choisi, dans les histoires fantasmagoriques que je crée, une façon d'agiter les concepts, mais de les mettre de façon sous-jacente et de laisser que l'aventure prenne le pas. Même la description de mes personnages, elle n'est jamais naïve. Vous ne verrez jamais dans l'un de mes romans une femme qui porte des mèches ou bien qui a des ongles factices. Ça veut bien dire quelque chose. Et donc, ma façon de procéder n'a pas changé. Pendant plus de 15 ans, j'ai écrit dans l'ombre, je n'étais pas publié, et je continuais de travailler mes textes, de mûrir un certain style. Je suis partisan de ce que j'appelle la phrase irréductible. C'est-à-dire, vous faites une phrase et vous éliminez tous les mots superflus de sorte que si vous enlevez un de plus, la phrase devient bancale. C'est-à-dire que je pense que la légèreté, quand on parle de quelque chose d'évanescent, on parle de quelque chose qui est beau. Et même la phrase est comme ça. Plus il y a des mots, plus elle s'alourdit et puis finalement, elle va finir par cracher comme un ballon de plomb. Et donc, j'ai passé des années à mûrir ce concept, utiliser le moins de mots possible pour dire une chose simple. Et malgré le succès relatif de mes romans, je continue de travailler dans cette direction. Je continue d'apprendre et de lire beaucoup. Je lis plus que je n'écris. Et s'il y a un auteur, je ne sais pas, bon, il y a des génies, vous savez, il y a des génies en tout. Moi, je me considère plutôt comme un artisan de la littérature, déjà parce que je regarde avec beaucoup d'humilité le travail littéraire, parce que je ne suis pas issu en droit fil de la fait littéraire. Je n'ai pas fait des études de littérature à l'université, donc c'est avec beaucoup d'humilité que j'aborde cette question-là et j'essaye vraiment de défricher un sentier. Je ne vais pas sur un sentier battu et la célébrité n'y a rien changé. Je suis toujours dans mon coin à essayer de fabriquer quelque chose qui restera permanent. C'est ça mon défi. Jeter une bouteille à la mer, qu'elle prenne même 100 ans, voire plus, pour arriver à un rivage et que son sens ne soit pas dilué et que sa pertinence ne soit pas diluée. C'est ça mon défi à chaque fois que je me lance dans un chantier d'écriture. D'accord. Et Ismaël, tu as travaillé tu as répondu à la première partie de la question de Calice Laurence concernant le concept littéraire. Maintenant, le temps. Le temps, est-ce qu'il peut être le même pour tous les jeunes auteurs? Ce temps de patience, ce temps de travail, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut prétendre qu'il puisse être le même? Tout dépend de la qualité de votre premier roman que vous envoyez à l'éditeur. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'attendre 13 ou 15 ans comme moi. Si dès le premier manuscrit, vous avez quelque chose, qu'il y a un éditeur qui est prêt à publier, mais on vous propulse sous les feux de la rampe et vous vous débrouillez. Et donc, il n'y a pas de règles consacrées. Vous avez la passion. Ce qu'il faut retenir, c'est que sans passion, on ne survit pas dans ce milieu, même après un succès critique ou public, un succès même de librairie, si vous n'avez pas la passion, parce que les moments d'entendre sont les plus longs. Entre deux manuscrits, même le temps de publier un manuscrit, il y a tellement de choses qu'il faut faire, qu'il n'y a que la patience qui peut vous tenir. Et vous pouvez même avoir un succès et pas les retombées de ce succès. Tellement de choses c'est-à-dire qu'à chaque roman correspond un combat d'arrière-garde que seule la passion vous permet de tenir. C'est ce que les jeunes filles doivent retenir. Et moi, bon, vous savez, j'ai publié mon dernier roman en 2020. Nous sommes en 2021, je n'ai toujours pas publié. Et or, j'ai 2 manuscrits. Vous croyez que pourquoi ils ne sont pas sortis? Mais parce qu'ils n'ont pas trouvé leur éditeur. Il y a beaucoup de gens qui sont dehors, qui sont plutôt des, comment je peux les appeler? Des prestataires, ce n'est pas des éditeurs. Moi, je lis des livres ici au pays où il y a 8 coquilles par page.
Ça veut dire, et vous voyez bien que le livre est édité, en réalité, il n'est pas édité. Voilà, le livre n'est pas passé par, parce que l'édition, c'est un métier, ce n'est pas une vocation, c'est un métier. Il faut apprendre ce métier-là, et même là-bas, il faut une certaine passion. Et pour le moment, parmi les avatars de l'écosystème de la littérature au Cameroun, il n'y a pas que le manque de diffusion, il n'y a pas que le manque de promotion, il y a aussi qu'il n'y a pas d'éditeurs, il n'y en a pas assez. C'est vrai, je reconnais qu'il y en a comme François Nkemé, Jean-Claude Awono qui essayent de tirer vers le haut, mais ils ne sont pas assez nombreux. Et donc, la production littéraire, le prof en a parlé tout à l'heure, il y a des livres qui sont proprement illisibles. Et donc, bon, le conseil que je peux donner, c'est la passion, c'est l'originalité, c'est la pertinence, et il faut toujours savoir que le livre a vocation à traverser les âges. Et en le concevant, si vous ne l'avez pas à l'esprit, vous devez rechercher une certaine originalité. J'ai lu le travail d'un jeune homme dernièrement qui disait que quelqu'un va au soleil levant pour aller à Bertois. Quand vous avez fait ça, un Gabonais ne vous comprendra pas. Parce que le soleil levant, sur le plan international, ce n'est pas Bertois, c'est le Japon. Vous voyez un peu. Et donc, il y a ces petites choses-là qui, mais bon, dans l'ensemble, quand même, nous devons reconnaître que le Cameroun a toujours été une terre sainte de la littérature. Vraiment, c'est vrai qu'il y a quelques brebis galeuses, mais moi, je remarque dans l'ensemble qu'il y a beaucoup de jeunes qui méritent à être un peu poussés, à être un peu éclairés pour qu'ils s'envolent définitivement. D'accord, merci. Ça me permet d'opérer un très bon glissement vers le professeur Pangop qui est au contact de la jeunesse régulièrement. Professeur, lors d'une conférence à Lomé, il y a un auteur qui me dit vous n'êtes pas indulgent, il faut faire preuve de plus d'indulgence. Alors, quand on parle des normes, on parle des canons, ces mots sont beaucoup, les canons de la littérature, les normes de la littérature. Quelle est la place de l'indulgence, professeur, au niveau de l'écriture, de ce qui est produit, surtout parce que c'est la jeunesse surtout qui s'en plaint? Quelle est la place de l'indulgence quand on parle de la littérature, des intérêts de la littérature actuelle, des normes même de la littérature actuelle? Merci beaucoup. Cette question me ramène à la précédente qui a été jeûnée par les fluctuations de connexion. En réalité, l'indulgence, c'est au niveau justement de digérer que des auteurs jeunes, des auteurs nouveaux se rapprochent de nous. C'est pour cela d'ailleurs que nous les acceptons. Nous en avons fait découvrir quelques-uns dans le milieu universitaire et parmi lesquels ont déjà eu, certains ont eu une expérience fructueuse à la suite. Mais il y en a aussi à qui nous demandons fortement à chaque fois de revenir sur le métier. Parce qu'il faut très bien distinguer, le professeur Abesolo l'a déjà dit, Moudlon aussi, il faut très bien distinguer entre l'effet de style et la faute. La faute, c'est la faute, il faut corriger. L'effet de style, c'est le style. Or, précisément, le fait pour nous de donner la chance à un auteur de se rapprocher, c'est de mesurer le degré de génie qu'il peut manifester. Le génie, on ne sait pas à quel moment il vient. Il peut venir en tout début de carrière d'écriture, dans la création littéraire, mais il peut aussi venir avec l'expérience. Le génie peut venir avec l'expérience dans l'accompagnement qui est fait. Voilà pourquoi on accompagne beaucoup plus ces jeunes auteurs, mais nous ne sommes pas indulgents sur l'empressement qui est caractéristique de la passion et de l'amour qui peuvent témoigner vis-à-vis de leurs œuvres. Moudlon l'a dit, quand on aime, on n'a pas le regard critique. Et là-dessus, il faut entraîner l'auteur à ciseler un tout petit peu son écriture pour que le registre de langue, pour que la construction de son récit littéraire soit de manière à créer de la plus-value du point de vue symbolique. Donc, il faut toujours que les auteurs soient eux-mêmes humbles pour pouvoir accepter qu'il y a un minimum d'ordre à mettre dans la plume pour qu'elle soit accueillie à large échelle. Parce que ce qui est beau, finalement, est aussi universel. Vous voyez, quand on apprécie ailleurs, parfois aussi nous apprécions aussi.
c'est parce qu'il y a un caractère universel de ce qui est beau, de ce qui est bien fait, de ce qui est travaillé. Donc, ce n'est pas toujours l'influence d'une certaine critique, ce n'est pas toujours l'influence d'un succès commercial, mais c'est aussi que la qualité de l'œuvre transcende les cultures et parviennent à d'autres avec la même intensité, avec la même vivacité d'émotion qu'on les reçoit. Et de ce point de vue, nous avons accompagné les auteurs, voire même aussi les éditeurs, à travailler dans le sens de faire que nos auteurs soient portés à une dimension universelle. Parce que c'est aussi ça, la capacité à les inscrire dans l'histoire. Selon les objectifs pédagogiques, il y a aussi l'objectif historique d'inscrire nos auteurs dans l'histoire. On ne peut pas construire l'histoire d'un pays sans construire son histoire littéraire. Et ceux qu'on inscrit dans l'histoire, c'est ceux qui travaillent justement à ce que les instances de légitimation de leur plume soient associées à les promouvoir. Voilà ce que je peux répondre à ce sujet, tout en saluant les efforts qui sont fournis par les agenciers littéraires comme Acolyte, hier c'était Onoan, et l'aventure se poursuit, on découvre au fur et à mesure, et la participation aux événements littéraires universitaires associe toujours les jeunes plumes aux auteurs classiques. C'est un savant mélange quand on fait les colloques, les journées d'études, de toujours inviter à la table de débat les jeunes auteurs et les auteurs les plus expérimentés pour faciliter ces rencontres auteurs-auteurs, faciliter les rencontres éditeurs-critiques, faciliter la rencontre éditeur-éditeur, faciliter la rencontre critique et critique. Donc, nous avons là un travail à poursuivre dans la mobilisation. Je salue ici l'espace littéraire créé par le professeur Abosolo qui parvient aussi à poursuivre ces échanges-là au niveau du numérique, au niveau de la toile. Donc, j'en profite pour encourager cette initiative qui est faite en espérant, je vous l'avais dit, que Moudlon visitera l'université de Tchang et qu'on l'écoutera dans nos amphis. Vous avez dit, il est bousculé, il n'est pas facile dans son programme, mais à l'époque, j'avais souhaité vivement qu'à la suite de Daniel Eyango, qu'il soit l'auteur que je reçois à l'université de Tchang. Vous vous souvenez très bien, Rémi. D'accord, cela est très bien passé, professeur. Et je vais rester avec vous pour qu'on parle de sacralisation avant de prendre la question de Khalid s'adresser maintenant au professeur Abosolo sur le livre La didactique de la littérature en contexte camerounais. Donc, je reste avec vous, professeur Pango, pour la sacralisation. Maintenant, il y a une frustration qui naît au sein de la jeunesse littéraire camerounaise et africaine, qui dit que les critiques, notamment ceux de l'université, vu que ce sont eux qui sont un peu plus respectés, un peu plus appelés à prendre des décisions sur des livres, ceux-là, ils commencent à être partisans de certains auteurs. Il faut mettre sur la scène des livres qui ne le méritent pas. Il y a des prix littéraires que je ne citerai pas, mais qui, à la lecture, ont démontré un nombre de fautes et même d'incohérences que l'on n'espère pas quand on entend parler d'un prix littéraire, notamment quand c'est un grand prix littéraire, par exemple. Donc, comment est-on arrivé là, professeur, que l'université ne soit plus cet endroit où la critique, en fait, dont la critique est respectée, fait l'unanimité au sein du lectorat? Comment est-on arrivé à ce stade où l'université aussi favorise les livres qui normalement devraient retourner au comité éditorial de leur éditeur? Très bien, je peux voir en cela le réseautage qui fait en sorte que le processus de sacralisation qui est souvent interprété positivement comme la consécration de l'auteur peut être gêné par une survalorisation d'une personne qui ne mérite pas toujours d'être canonisée. Effectivement, il peut y avoir un discours d'escorte qui accompagne cela,
notamment dans les prix, notamment par les grandes maisons d'édition, notamment par les films. Ça peut être l'influence de la précarité, mais toujours est-il que la critique est évolutive. Elle est restée évolutive parce que, effectivement, lorsque on a su valoriser une personne et qui a remis en question, cela peut diminuer la qualité de la critique. Donc, nous y veillons de sorte que les choix de livres que nous mettons dans nos programmes pour être analysés par les étudiants, pour être portés à l'analyse par les étudiants, soient des choix de raison et non des choix de passion et non des choix d'affinité quelconque. Donc, ce que je voudrais suggérer à ce sujet, c'est que notre critique telle qu'elle est faite aujourd'hui reste ouverte. Parce que hier, elle était cloisonnée. Le professeur Abossolo a dit, nous demeurons ouverts, et je partage son avis, je ne l'ai pas démenti, j'ai dit absolument vrai. Nous demeurons ouverts à la littérature générale et comparée pour que nous soyons en mesure d'établir les écarts, les nouveautés, les innovations esthétiques et surtout aussi les éléments qui peuvent permettre la consécration réelle de nos auteurs. Tout à l'heure, nous avons cité par exemple Séverin Cécile Abega. Les contemporains de Séverin Cécile Abega ne l'avaient pas canonisé, mais par la suite, Séverin Cécile Abega est un classique de la littérature camerounaise. Donc, il y a une évolution qui permet d'asseoir la personnalité d'un auteur. Et c'est à cela que les travaux de master, de recherche, les travaux de thèse, de doctorat permettent d'établir. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a une réception au niveau universitaire, on peut trouver les catégories qui permettent de classer un auteur véritablement en toute objectivité selon des critères qui sont souvent débattus dans des jurys. Et là, la critique demeure rigoureuse en ce moment-là et les choix d'auteurs aussi, conséquemment, peuvent en tirer profit. D'accord. Et justement, parce que quand on parle de cette rigueur, c'est quelque chose que le public commence à trouver manquant à la critique, et notamment celle des universitaires. Et je vais vers vous pour ça, toujours avec la même préoccupation, en vous demandant déjà votre mot aussi là-dessus, et aussi de voir comment on peut rétablir l'intégrité de la critique littéraire depuis les universités. Parce que la sacralisation est en train de prendre un sacré coup quand on regarde certains livres primés, quand on regarde ce qui et surtout que les livres sont primés, le public ne les reçoit pas. Les livres sont ventilés, sont dits bon livre, grand livre, mais le public, lui, il est hostile à ces livres. Alors, comment on peut rétablir une certaine intégrité au niveau de la critique littéraire, déjà de l'université, parce qu'elle est très importante quand même, celle-là. Merci. Disons que le mot déjà intégrité laisse croire subtilement qu'il y a déjà un problème sérieux, il y a un problème de quelques déviances. Vous savez, le monde universitaire est constitué d'hommes, c'est des êtres humains comme nous, mais la vocation de la critique n'est pas d'aller dans les pistes de favoritisme, de préférence. Il est vrai, chaque critique peut avoir quelques préférences par rapport à un auteur. Ouais, je suis en symbiose là avec Moutlon, je vais vous dire, presque tous mes travaux, je ne sais pas si c'est une maladie maintenant, j'ai tendance à vouloir, et il y a des moments où je me dis non, bon, mettons d'abord Moutlon. Donc ça peut arriver, mais en réalité, je ne vois pas un enseignant d'université conscient de l'enjeu que porte son texte qu'il va publier, son ouvrage qui doit être lu au Cameroun et à l'international, s'amuser à choisir encore plus fantaisiste. Ça, c'est à ses risques et périls. C'est vraiment à ses risques et périls. Et cela rentre un peu dans la première question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure, pour dire que même au niveau de nos publications, nous sommes également là pour diffuser les textes.
J'ai un texte avec moi, je ne sais pas, je veux, si vous allez, bon, là, le titre, c'est Le châtiment surnaturel dans la littérature d'Afrique francophone. Vous voyez que dans un livre comme celui-ci, où je vois comment le surnaturel est mis à la disposition, est exploité par les auteurs pour régler un certain nombre. En tout cas, les auteurs montrent que le surnaturel est utilisé comme un châtiment face à certains crimes qui sont le crime colonial, le crime culturel, le crime scientifique et autres. Bon, alors, un livre comme celui-ci, vous n'allez pas vous amuser à aller prendre n'importe quel corpus, vous allez quand même prendre un corpus sérieux qui est adapté à votre recherche. D'autant plus que cette recherche ira loin, vous vous vendez, vous devez vendre votre production. Bon, maintenant, quant au prix, vous avez parfaitement raison, nous sommes dans une espèce de démocratisation des prix littéraires. Bon, maintenant, moi, je ne pense pas que ces prix soient égaux, ou qu'on puisse penser que si tel a eu un prix, c'est parce que forcément, il est le plus fort. Certains prix me semblent aujourd'hui très fantaisistes. Certains prix me semblent fantaisistes. Vous savez, je travaille beaucoup d'auteurs. Alors, quand je reçois un CV, un seul auteur qui a déjà 15 prix, parfois 6 prix par année, des prix qui naissent en 2012 et disparaissent en 2014, et d'autres. Donc, ce qui doit nous interpeller, nous autres, acteurs littéraires, il est important que nous trouvions en Afrique, que nous revenions à des prix, ces grands prix qu'on avait avant. Bon, je ne sais pas, peut-être que le mot grand est exagéré, mais je pense que si on a eu de grands auteurs en Afrique, c'est aussi parce qu'ils ont été consacrés par un certain type de prix. Cela donc appelle une mobilisation politique, une mobilisation économique, une mobilisation culturelle. Alors cela, une fois de plus, amène à questionner la société. Que fait la société de sa littérature? Si les uns et les autres ont trouvé mieux de créer des petits prix, entre guillemets, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de grands. Personne ne va contester la valeur d'un prix Amadou Nkrumah, prix international connu. Alors, il faut donc donner plus de crédit aux prix qui méritent ce crédit. Mais si c'est des prix fantaisistes qui ont été faits juste pour faire plaisir à un X ou Y, bon, je crois qu'on peut mettre carrément de côté. Douaner les universitaires, ne pas les juger complices de ce qui se passe à ce niveau-là. Merci. D'accord. Professeur, il y a ces deux questions de Calix Laurence pour vous. Déjà, la première qui est un peu brève. À quel moment le livre d'un jeune auteur peut passer de livre ludique à livre apprentissage? Et est-ce qu'un auteur qui ne maîtrise pas véritablement son style, son propre courant d'écriture peut prétendre s'inscrire au panthéon d'auteurs qu'on peut étudier à l'université? D'accord. Je vais rapidement dire que je ne sais pas, je ne pense pas que l'auteur soit vraiment obligé. Bon, certes, Mouton a dit que lui, il travaille, il sait déjà quel couloir il emprunte quand il écrit un roman. Mais je ne pense pas que forcément un auteur soit obligé de connaître les tendances critiques. Par exemple, si on est dans le féminisme, c'est pas lié au patriarcat, le féminisme. Lui, il est libre. C'est nous la critique. C'est nous qui mettons parfois les auteurs dans certains couloirs. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait forcément une envie, une nécessité, une obligation d'entrer dans un certain couloir pour écrire et dire, bon, moi, mes œuvres vont porter uniquement. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'inspiration? Il peut arriver, Mouton, qui est là, il est écrivain, son premier roman, le grand roman, c'est La Sorcellerie. Or, les aveugles de Bafia, ce n'est pas la sorcellerie, c'est une erreur médicale de la colonisation. Pour dire que l'inspiration peut varier d'un moment à l'autre, d'une époque à une autre, ou bien d'un texte à un autre. Alors, si vous pouvez rappeler s'il y avait une autre préoccupation. Oui, elle parlait des livres, le livre ludique et le livre d'apprentissage. À quel moment
un livre d'un jeune auteur passe de ludique à livre d'apprentissage? Ok, d'accord. Encore faut-il que, je ne sais pas s'il faille vraiment dissocier carrément ludique et apprentissage. Hein. À partir du ludique, on peut aboutir à l'apprentissage. Le ludique peut être un tremplin pour aller vers l'apprentissage. Donc, moi, je pense que tout dépend maintenant des objectifs et maintenant de la sensibilité et de la capacité du lecteur à transcender ce qui est ludique pour arriver à l'apprentissage. Oui, le castigat ridondo mores, corriger les mœurs par le rire. Vous pouvez, dans tous les cas, vous inspirer des faits sociaux. Ça peut être un texte qui provoque les rires, mais dans tous les cas, derrière, il y a toujours une certaine éducation, une certaine moralité, peut-être pas pensée forcément par l'auteur, mais après avoir lu, on trouve quand même un fond de quelque chose qu'on retient. Bon, alors, c'est toujours à nous la critique, de donner, de partir de cette analyse sur le jeu pour une analyse sur les faits, sur la morale qui se trouve derrière ce jeu. Donc, c'est pourquoi moi, je comprends souvent ces écrivains qui sont prudents quand on leur demande, bon, écoutez, vous avez écrit ceci, que vouliez-vous dire? En réalité, quel était le message? Vous savez, dans beaucoup de mes questions, dans le cadre d'espace littéraire, beaucoup d'écrivains hésitent de répondre à cette question. Et je le comprends. Lui, il peut se dire, bon, j'écris pour jouer, et puis le critique ou bien le lecteur vient trouver autre chose. Et là, du coup, le livre devient même étranger ou étrange à l'auteur. Donc, c'est pour dire à Calliste que il n'y a pas un moment précis où on passe du ludique à l'apprentissage. Les deux peuvent aller ensemble. L'un peut être mis au service de l'autre, sauf si l'auteur lui-même se déclare comme un auteur comique ou un comédien, mais toujours est-il, comme je l'ai dit, même au niveau de la comédie au XVIIe siècle, derrière, on a trouvé des leçons d'apprentissage. Merci. D'accord. Boutelon, quand on écoute tout cela, on voit bien qu'il y a, la norme revient, les codes reviennent. Maintenant, toi qui es cet auteur qui a connu toutes les étapes de l'écriture, tu as connu cette écriture qui était toute naïve, tu as connu l'écriture qui a subi du rejet, tu as connu l'écriture qui a dû faire preuve de patience, tu es passé par toutes les étapes avant d'arriver à Mouthlon, parce qu'aujourd'hui on voit Mouthlon, mais avant c'était Daniel Alain Sekdé, quelqu'un d'inconnu qui se baladait quelque part, sur lequel on ne se reconnaît pas dans la rue, et tu es arrivé là. Donc maintenant, la question de la norme, quel est le rôle qu'elle a joué dans ton écriture à toi pour atteindre cet niveau? Est-ce que quand tu travailles, tu penses norme pour pouvoir arriver à certains résultats? Non, pas forcément. La seule norme que je m'étais fixée, c'est mes thèmes récurrents. C'est mon pseudonyme et la manière dont je voulais être perçu par le lectorat, c'est tout. Maintenant, le reste, c'est de la fantasmagorie, ou bien je peux allier fantasmagorie et histoire, comme dans les 700 aveugles de Batia. Nous sommes d'abord dans le registre artistique. Et dans l'art, c'est vrai qu'il y a l'abstrait, il y a le classique, il y a ceci, il y a cela, mais vous êtes visité par une muse qui vous enseigne et vous devez délivrer quelque chose. Il appartiendra aux critiques de venir trouver des normes dans ce que vous avez fait ou pas. On est d'accord que question style, oui, on est d'accord, question style, question universalité, question pertinence, épaisseur spirituelle, on peut essayer de normaliser une production artistique. Mais ce n'est pas le souci premier d'un créateur, que ce soit dans la musique ou en littérature, même dans la sculpture. Il a une idée et les créateurs, les vrais, ceux qui ne suivent pas les courants, qui ne suivent pas les sentiers battus, qui essayent vraiment d'apporter quelque chose de nouveau, mais ils ne s'embarrassent pas de normes. Ils fabriquent un truc qui peut être reçu ou pas. Il appartient au lectorat, il appartient à la critique de situer l'objet par rapport au reste de ce qui existe déjà, c'est tout. Moi, j'écris vraiment les romans que j'aurais aimé lire. Je vais chercher le matériau de mes romans dans mon village, essentiellement.
Parce que j'estime qu'à un certain moment donné, nous avons été, par la force de l'histoire, encouragés à nous renier, à marcher à côté de nos vrais pas, de sorte que moins de 2 siècles plus tard, on ne se souvient même plus de nos noms véritables. Il y a des gens qui estiment que moi, je dois m'appeler Daniel, Alain et autres. Mais en 1842, quelque chose comme ça, avant l'arrivée de Joseph Méric, ça n'existait pas, ce genre de nom. Et aujourd'hui, c'est les noms que nous mettons même avant nos vrais noms. Et moi, mon terreau, c'est ça. C'est-à-dire que je vais donc aller chercher ce qui n'a point été acculturé, ce qui n'a pas... Bref, vous regardez un peu ceux qui sortent dans la nuit, vous regardez un peu la procession de Charognard et même le pygmée qui est dans les 700 aveugles de Bafia, qui est le vecteur de l'idéologie du roman. Parce que Damienne Bourguin, elle, c'est l'aventure de cette jeune femme médecin des troupes coloniales qui se retrouve prise dans la révolte des Bafia, qui est une théorie, parce qu'à l'époque, les Bafianons ne se sont pas révoltés parce qu'ils n'avaient pas su ce qui se passait là-bas. La question de normes ne se pose pas. Je suis au courant en tant que lecteur et en tant que quelqu'un qui essaie de comprendre que toute production artistique, et j'ai fait des études audiovisuelles dans lesquelles on m'a appris à catégoriser, par exemple, une production comme un documentaire. On m'a donné les critères qu'il faut. Le documentaire doit être daté, le documentaire doit porter un titre, ainsi de suite. Même une photo, j'ai fait un peu de photographie aussi pendant mes études là. Et donc, je sais que la valeur artistique peut se juger, elle peut s'évaluer, même si c'est totalement subjectif. Mais on peut. Je sais que la profondeur intellectuelle, là, mais ce n'est pas ça. Un créateur, quand il se met devant sa page blanche, ce n'est pas au niveau de la norme, c'est au niveau de ce qu'il a comme fantasmagorie, qu'il essaie d'ordonnancer pour raconter une histoire qui pourrait prêter à moralité ou pas. C'est le rôle même, c'est les critiques même qui vont revenir pour trouver un courant littéraire à ça, ou bien une moralité autre. Nous, on crée d'abord en fonction des thèmes récurrents qu'on se donne, en fonction de l'univers dans lequel on aimerait tirer nos lecteurs. Les normes viennent après, mais il y a quand même quelque chose. Que l'on soit pour ou contre la norme, quand on veut s'inscrire dans le temps, il faut que l'œuvre soit universelle. Il faut que l'œuvre porte en elle-même les germes de sa permanence. Là, c'est des éléments de normes qui sont indiscutables quand vous voulez survivre à l'injure du temps. Permanence, universalité et quelques épaisseurs spirituelles, voire idéologiques. Voilà. D'accord, tout est un atelier et véritablement on en tire beaucoup de choses et cela me permet d'interpeller nos professeurs. Professeur Pango, d'abord, comment la critique, je vais laisser la critique de façon globale de côté, comment l'université, professeur, reçoit-elle cette nouvelle forme d'écriture, en fait, cette nouvelle écriture, cette écriture d'aujourd'hui, qui va se livrer à toutes les folies, à bien plus de folies que celle d'avant, parce que la critique a établi certains canons, certains couloirs, et l'écriture semble commencer à se détacher. Est-ce que la critique d'aujourd'hui s'adapte? Est-ce qu'elle peut rattraper l'écriture d'aujourd'hui? Je pose la question parce que durant cette semaine, nous avons eu des questions comme cela qui ont été posées, qui demandaient est-ce que l'université a le niveau de suivre ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'elle ne peut pas suivre qu'elle reste cantonnée à ses classiques, qu'elle reste cantonnée à ce qu'on a décidé ailleurs comme étant les meilleurs? Est-ce que l'université aujourd'hui, la critique universitaire peut suivre et s'adapte à l'écriture d'aujourd'hui, professeur? Professeur Pango, vous êtes avec nous? Professeur Pango, vous êtes avec nous? Ok, d'accord. Le temps que le professeur nous revienne, Moutlon, je vais prendre cette question de Jean-Pierre Noël Batoum. Comment faire entrer le livre dans le quotidien des citoyens, surtout dans un pays comme le Cameroun, où le livre est appelé à jouer un rôle très important pour sa construction, pour la construction d'un inconscient commun. Comment faire entrer le livre aujourd'hui dans le quotidien des citoyens? Et de ta position d'auteur même déjà, comment tu gères ton livre
public? Bon, vous savez, l'auteur est là pour écrire. Et quand il a fini d'écrire, son travail s'arrête là. Peut-être plus tard, il peut donner sa personne en allant à la rencontre de son lectorat ou du public à travers des conférences, des ateliers, des échanges et tout ce que vous voulez. Mais le livre a une chaîne. Et cette chaîne doit être, elle doit être solide, elle doit être renforcée. Il n'y a pas que l'écrivain. Il y a d'abord l'éditeur. Après l'éditeur, il y a le diffuseur. Après le diffuseur, il y a le libraire. Et c'est cette chaîne qui se referme sur le public. Quand vous avez dans un écosystème où vous n'avez aucune diffusion, c'est-à-dire que les livres sont jetés pratiquement dans la rue et ils ne bougent pas du point là où ils atterrissent. Et ce point est généralement celui de l'éditeur. C'est-à-dire que l'éditeur n'a pas un circuit de diffusion du livre. Il publie un livre et le livre a un seul point de vente et c'est là où siège l'éditeur. Et maintenant, on met le lecteur en demeure, résidant par exemple à Garoua, ayant par magie ou bien par bouche à oreille entendu parler d'un livre, de prendre l'avion pour venir se le procurer à Yaoundé. C'est trop demandé à un seul lecteur. Donc, le livre, vous savez, il y a toujours et il y aura toujours des lecteurs au Cameroun et partout ailleurs. Les livres camerounais pourraient se retrouver au Japon. Il suffit que les circuits de distribution soient fiables. Parce que quand le livre ne circule pas, et c'est le cas au Cameroun, le livre ne circule pas, on a l'impression qu'il n'y a pas de lecteur. On dit qu'il y a une maxime à laquelle je ne souscris pas du tout, qui dit que quand on veut cacher quelque chose à un Noir ou bien à un Camerounais, il faut mettre ça dans un livre. C'est très faux. Les gens lisent. Et si les gens ne lisaient pas, il n'y aurait pas cette offre de livres. Vous savez, des jeunes qui circulent dans la rue en proposant des livres aux gens qui sont dans les agences de transport. C'est bien parce qu'il y a une demande que cette offre prospère. Sauf que, de manière professionnelle, hormis quelques personnes comme le grand vide-grenier, quelques structures comme ça, qui essayent de reboxer un peu, de rebattre les cartes, mais il n'y a pas. Messa Presse est décédé depuis, et même Messa Presse ne s'en sortait pas. C'est le livre qui ne circule pas. Il ne circule pas parce que la chaîne du livre est brisée à un niveau entre le lecteur qui est dans son salon et l'auteur qui est dans sa chambre. L'auteur, s'il a reçu la grâce d'écrire, peut-être qu'il ne sait pas communiquer et c'est bien, et c'est son droit. Lui, il sait peut-être écrire, mais il ne sait pas vendre son livre, il n'est pas un vendeur. Il y a un libraire, il doit avoir un diffuseur qui vient avec le livre. Et tout ça fait en sorte que pour un pays comme le Cameroun et pour un continent, parce qu'on va parler peut-être des intérêts tout à l'heure, parce que l'intérêt ici, là, l'intérêt est civilisationnel. Si le livre ne circule pas, si les gens ne lisent pas, les grands guides écrivent, mais si ça n'arrive pas au destinataire, la reconfiguration géopolitique va encore se faire au détriment de l'Afrique. Donc, c'est une question centrale. La chaîne du livre doit être reconstruite et elle doit être solidifiée. Chacun a son poste de travail. Un éditeur qui va s'assurer que le texte est viable. Un distributeur qui va s'assurer que le lecteur n'ait pas à faire plus d'un kilomètre pour trouver le livre. Et un libraire qui va pouvoir vendre le livre. Quand je dis vendre, ce n'est pas une question seulement d'argent. Il faut pouvoir en parler. Le libraire est le premier lecteur qui puisse faire la recommandation. Vous entrez dans une librairie pour un livre et vous en ressortez avec un autre parce que vous avez un libraire qui a lu le livre et qui peut le recommander. C'est ça la chaîne du livre. Et pour le moment, on est loin du compte au Cameroun. D'accord. La question est très importante. Évidemment, elle pénalise le côté lectorat parce que les gens, ils attendent des livres. Parfois, il faut courir des distances incroyables et à des moments, on n'a même pas certains livres. On n'y a pas accès parce que justement, la chaîne de diffusion ne fonctionne pas clairement. Est-ce que... en s'arrêtant par exemple sur l'édition au Cameroun, parce que cela semble être un réel problème à l'intérêt de la littérature. Dans que lorsqu'on regarde notre scène littéraire, lorsqu'on regarde le Cameroun, par exemple, je ne veux pas parler des autres pays d'Afrique parce qu'on est dans le même cas, mais quand on regarde le Cameroun, est-ce qu'on peut dire que parce que nos livres ne sont pas bien édités, la sacralisation est un horizon qui ne sera jamais atteint? Bon, le livre, c'est carrément un totem. Vous devez le savoir. Et un livre
quand il a respecté les étapes de fabrication, vous n'avez pas besoin de le sacraliser, ça va se faire par le temps. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons lire les écrits du pasteur Joseph Ekolo des années 1910. On peut les lire jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu de communication à propos. On ne parlait même pas de circuit du livre. Ce livre, c'est-à-dire, voilà des écrits qui se sont sacralisés tout seuls parce qu'ils ont été bien écrits et qu'ils ont résisté à l'épreuve du temps. L'objet livre est un totem. Et pour nous, férus de littérature, il ne viendrait à l'esprit de personne d'entre nous de déchirer, je ne sais pas, déchirer c'est un blasphème que de déchirer même une page de moitié. C'est bien parce que cet objet-là est un totem. C'est un totem qui véhicule le savoir. C'est là-dedans qu'on consigne même la pensée profonde d'un peuple. Et quand un peuple ne possède pas sa propre pensée, comme c'est le cas pour nous en ce moment, il y a donc un transfert de pensée qui nous vient des autres peuples et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans le mimétisme d'une civilisation qui n'est pas la nôtre, alors que la nôtre est tout à côté, elle recèle des pépites et nous passons à côté. Le livre, tout ce qu'on demande à un livre, c'est d'avoir été bien conçu, d'avoir été bien écrit et d'être ventilé à bon escient. Laissez le temps faire son œuvre et si le livre mérite, vous savez, un livre a 1000 vies. Il peut même passer inaperçu à sa publication et il devient un classique un siècle plus tard. Il y a même des auteurs qui ont connu le succès posthume. Laissez les livres faire leur vie et leur chemin. Il n'appartient à aucune institution de venir sacraliser un livre. Le livre a ou pas le moyen d'arriver au Panthéon par lui-même. Bien, Boudon, je vais rester avec toi avant de prendre le concept sur la question qui est posée concernant les nouvelles formes d'écriture et si on peut parler d'une nouvelle critique littéraire pour ça pendant que vous vous apprêtez. Moudon, est-ce que l'une des difficultés de l'écriture ne réside pas dans cette habitude qu'ont les auteurs aujourd'hui à dire j'écris pour le concours, j'écris pour le Kuruma, j'écris pour le Grand Prix de ceci, j'écris pour le Grand Prix de cela. Est-ce qu'il est possible d'écrire pour un prix littéraire? C'est totalement chimérique. Avec beaucoup de chance, vous allez écrire peut-être pour un lectorat. Et vous n'avez aucune certitude que votre livre va parvenir jusqu'au lectorat. Il y a plein de projets littéraires qui sont même entrés dans les maisons d'édition et qui n'en sont pas sortis. Il faut porter un projet. Il faut structurer le projet. Vous, à votre niveau, tout ce que vous pouvez faire, c'est de produire un manuscrit viable. Dès que vous l'avez fait, le reste appartient à la providence. Vous ne pouvez pas écrire décemment pour un prix, vu que vous n'êtes pas membre du jury. Même si vous avez des acquaintances, vous n'allez pas vous mettre, par exemple, pour un prix comme le Kuruma, vous n'allez pas vous mettre 21 membres du jury dans la poche. Donc, vous ne pouvez pas prétendre écrire pour gagner le Kuruma. Quoique ça puisse arriver. Vous pouvez vous dire, mais en réalité, vous devez vous dire que je vais essayer d'écrire un beau livre qui donnerait du plaisir à des lecteurs, qui intéresserait les gens de plusieurs continents. Et donc, vous avez l'objectif d'universalité en ligne de mire et ça vous aide à structurer votre manuscrit. C'est tout. C'est-à-dire que vous devez avoir quelque chose de solide dans le chantier d'écriture. C'est tout ce qu'on demande. C'est-à-dire, un auteur n'écrit pas, il ne choisit même pas son lectorat à la limite. Vous pouvez écrire en vous disant que, bon, je vais utiliser l'argot camerounais, comme ça mon livre sera lu ici, et votre livre là se retrouve traduit en espagnol, le voilà déjà aux îles Canaries. Le livre est comme ça. Vous ne savez pas, c'est-à-dire, et l'art est comme ça. C'est-à-dire que parfois vous avez une génération de musiciens, on en a eu au Cameroun, sortis de nulle part, ne maîtrisant même pas les canons de leur propre art, et qui font un tabac, vous vous demandez, mais attendez, qu'est-ce que les gens écoutent là? C'est ça. On a besoin de tout ça pour faire un monde, et surtout un monde artistique. Ça peut pousser au questionnement de savoir que quelqu'un qui ne maîtrise aucun canon est en train de faire Flores. Ça peut pousser au questionnement, mais ceux qui vont aller le copier, ils sont déjà sûrs d'une chose, c'est qu'ils ne vont pas atteindre la prochaine saison. La seule recette, s'il y en a, au cas où il y en aurait même une en littérature, c'est d'apporter quelque chose de nouveau, même avec les anciens ingrédients. Apporter quelque chose qui vous singulariserait. Parce que vous devez noter que pour une rentrée littéraire, rien que pour Paris, par exemple, vous avez plus de 600 livres qu'on vous jette à la face d'un coup. Il y a ceux l'année dernière que vous n'avez pas fini de lire.
Il y a ceux qui seront traduits qui viennent d'autres pays. Vous vous retrouvez donc dans les classements d'Amazon à être 3 millionième. Et c'est dans cette masse que vous devez chercher à vous singulariser. Et ça part donc de la conception de votre roman, de la manière dont vous vous présentez, les thèmes que vous abordez, votre style. Qu'est-ce qui fait que votre style, on puisse le reconnaître même sans signature? Voilà, en ce qui me concerne, les questions que devrait se poser un auteur au chantier littéraire, c'est tout. D'accord, ça c'est tout édifiant, c'est un super atelier. Alors, professeur Pangop, vous êtes de retour parmi nous, vous nous suivez? Oui, oui, c'était des problèmes de connexion. Ah, ok, d'accord. Oui. Merci d'être de retour. Alors, je posais cette question et tout à l'heure, vous m'avez posé une question, oui. Oui, la question que je vous posais, c'est comment l'université aujourd'hui s'adapte à l'écriture actuelle qui va dans tous les sens, qui est un peu folle et qui mérite aussi une considération de la critique. Est-ce qu'on peut parler, est-ce que la critique littéraire s'adapte déjà à ces nouveaux, parce que l'accusation qui est faite, c'est que les universitaires restent accrochés au classique parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à l'écriture actuelle, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt déjà pour la littérature actuelle, ou alors parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la littérature actuelle. Quelle est votre position déjà par rapport à ce type de remarques? Bon, ce que je peux observer, c'est que il y a un nouveau paradigme qui modifie la configuration du travail littéraire, de la production littéraire. C'est le paradigme technologique. Et ce paradigme-là a influencé le processus de création littéraire et les esthétiques. De plus en plus, on a une esthétique fragmentaire. On a une esthétique qui est influencée par le numérique. On a une esthétique qui est bouleversée par les supports. Aujourd'hui, le livre n'est plus le support papier seulement. On lit sur la tablette, on lit sur son téléphone. Il y a la convergence numérique qui a influencé les modes de consommation de la littérature et cela a forcément joué sur les modes de création. Il y a également aussi l'audiovisuel, c'est-à-dire que la télévision, le cinéma et autres, cela influence les esthétiques et la construction du récit littéraire n'est plus la même comme cela a été il y a quelques années. Donc, ne pas s'adapter à ces évolutions technologiques-là peut desservir la littérature. Donc, il y a une critique qui a un besoin d'adaptation par rapport au nouveau processus de création littéraire, par rapport à l'évolution de la technologie qui influence effectivement les esthétiques, de plus en plus fragmentaires, de plus en plus modélées par l'audiovisuel. Cela dit, on remarque quand même que les réflexions sont portées sur ces phénomènes et il y a quand même à reconnaître les esthétiques qui se situent dans ces nouveaux paradigmes. Et ce n'est pas encore le cas. Ce sont des esthétiques embryonnaires. Il y a des croisements de genres. Certains sont même allés jusqu'à parler de la mort du genre, mais les genres ne sont pas morts, mais il y a des croisements de genres, les influences mutuelles entre les genres littéraires, et ça, il faut en tenir compte. Il faut tenir compte de ces rencontres entre les genres et tenir compte des innovations Professeur, la connexion se dégrade, on n'arrive plus véritablement à vous suivre. Donc, le temps qu'elle se rétablisse, mais nous avons pu avoir la quintessence de ce que vous proposiez. Et justement, cette amélioration de la critique va permettre de se situer aussi dans la configuration actuelle de la scène littéraire
camerounaises, africaines, parce qu'il y a des textes qui arrivent et on trouve qu'ils ne sont pas traités à leur juste valeur. Donc, et ça, maintenant, nous avons la naissance un peu partout de notes de lecture. Et je voudrais demander à Mouklo, autant que ça nous revienne, est-ce que tu lis les notes de lecture? Quelle place tu leur donnes au regard de la critique, au regard même de l'intérêt de l'évolution de la littérature? Quelle place tu donnes aux notes de lecture? Bon, évidemment que non seulement je lis les notes de lecture, mais j'y travaille parfois parce que je suis aussi monteur pour la télévision camerounaise. Et donc, c'est très régulièrement que je suis appelé soit à lire une note de lecture, soit à travailler à une note de lecture. Sauf que j'ai des raisons de me méfier parfois. Voilà. On connaît le contexte, oui, on connaît le contexte dans lequel on évolue et la sincérité de certains travaux n'est pas toujours garantie. C'est souvent des accointances entre l'auteur et des journalistes qui sont stipendiés, ou bien, bref, moi je préfère lire le livre et me faire mon opinion. Les notes de lecture, comme tout ce qui est publié au pays, est souvent, il faut le prendre avec des pincettes. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas dit et c'est plus du marketing même que de la critique pure. Et donc, je lis des notes de lecture avec beaucoup de réserve et je préfère m'attaquer à l'objet livre et me forger ma propre opinion le plus souvent. D'accord, ça c'est entendu. Professeur, est-ce que votre connexion, votre réseau s'est rétabli pour qu'on puisse poursuivre avec vous? Oui, je viens de vous suivre là, ça revient de temps à autre. J'étais dans le développement en disant que effectivement, il y a à s'adapter aux nouvelles esthétiques, il y a à s'adapter à la technologie qui évolue et qui emprunte, qui croise le champ médiatique dans la création littéraire et dont il faut tenir compte. Quand vous prenez un roman comme Cybermigrance de Régine Robin qui se crée d'abord en ligne avant d'arriver sur le support écrit, ça influence forcément les esthétiques. Quand vous avez des poèmes qui commencent en ligne avant d'aller dans le recueil, il y a forcément un travail que la technologie induit. Bon, donc essentiellement, il y a ces facteurs-là dont il faut tenir compte. Et comme je disais, la mission n'est pas essentiellement académique. Il faut que l'académie s'ouvre. Et j'étais sur le point de dire qu'elle doit s'ouvrir parce que le milieu universitaire a tendance à considérer de plus en plus la littérature comme ne lui servant pas à grand-chose. Or, précisément, une société ne peut se développer sans sa littérature, parce que c'est dans la littérature qu'on trouve l'âme d'un peuple. Ce n'est pas pour rien que les autres financent votre littérature pour mieux vous connaître et entrer en commerce avec vous. Donc, il y a un enjeu grand qui a des effets induits sur l'économie à large échelle. Donc, c'est dans l'inutilité de cette littérature que se trouve sa force, effectivement. Donc, ne pas en tenir compte et de dire que la littérature ne sert pas à grand-chose, c'est une erreur fatale. D'accord, je crois que la connexion du professeur a encore quelques soucis. Alors, Mouklo, ce que je vais demander, je vais prendre rapidement cette question de Jules Marcel Chientemont, qui demande ce que tous les trois, évidemment, le professeur s'y est concerné, ce que vous pensez de la centralisation de la littérature au Cameroun, qui semble ne vivre qu'à Douala et Yaoundé, et comment procéder pour en sortir. Déjà, Mouklo, est-ce que tu penses qu'il y a une centralisation de la littérature au Cameroun? Mais il y a centralisation de tout, et pas que de la littérature. Tout est centré à Yaoundé déjà. Et Douala, c'est la centralisation économique. Yaoundé, c'est la congestion politique.
c'est comme ça. Et tout le reste va suivre. Parlant de la littérature, il faut reconnaître quand même que, hormis Douala et Yaoundé, il est difficile de trouver un roman à Ebolova, par exemple, ou bien à Marois. C'est quand même un peu difficile. Quoique certaines structures dont on a parlé tout à l'heure, le Grand Vide, les Greniers, Yaoundé Livres et autres, essayent de redessiner un peu la distribution des livres, mais ça reste difficile. Comment sortir de là? Par des politiques gouvernementales, mais aussi des initiatives privées. Vraiment, la chaîne du livre est claire. On ne va pas réinventer le fil à couper du beurre. Il faut que chacun soit... L'écrivain écrit, l'éditeur s'assure de la pertinence du livre et de sa qualité. Le distributeur l'éparpille sur le territoire et au-delà. Le libraire le vend. Le lecteur l'achète. C'est tout. D'accord, professeur. Pardon, est-ce que les... Oui. S'il manque le moindre maillon à cette chaîne-là, vous n'avez pas de livre qui circule. Après, on va dire que les gens ne lisent pas. D'accord, d'accord, c'est bien suivi. Il faut que toute la chaîne du livre soit active. Professeur, est-ce que les auteurs qui vivent dans des régions, nous avons parlé d'initiatives privées, est-ce que ces auteurs-là maintenant ne peuvent pas s'organiser pour faire vivre la littérature? Parce que plusieurs fois, Acolyte s'est déplacé. Nous sommes allés, nous étions à l'ouest, nous étions à l'est, nous sommes au centre, nous sommes au littoral, nous sommes au nord, à l'extrême nord, nous allons un peu partout. Mais à un moment, c'est aussi épuisant. Mais est-ce que les initiatives ne peuvent pas être prises de façon locale et grandir? Professeur, vous êtes avec nous? Bon, je crois que c'est... Bon, Moudlon, tu peux y aller. La première tentation, quand on évolue de la sorte, c'est l'auto-édition. Vous allez voir, par exemple, dans une ville qui est périphérique, prenons le cas, par exemple, de Bagante, où vous allez trouver des gens qui écrivent, qui n'ont peut-être pas accès aux quelques éditeurs qui sont à Douala ou à Yaoundé, mais qui ont un imprimeur sur place, par exemple, ou bien qui vont user des facilités que procurent les réseaux, le net, pour ventiler leur travail. Et le premier corollaire, c'est la qualité, puisqu'ils ne sont pas éditeurs. Mais le livre ne sera pas édité, il ne sera pas réécrit. Et donc, la qualité quelconque, ou bien le livre étant de petite qualité, il va mourir de sa bonne mort. En réalité, on ne va pas dire que se regrouper pour essayer d'exister est une mauvaise idée, mais il faut le faire dans le cadre d'une chaîne du livre. Si vous êtes à Bagante, si vous êtes à Marois, et vous voulez exister en tant qu'auteur, en tant qu'association d'auteurs, mais militez pour qu'un éditeur compétent vienne s'installer dans votre région. Voilà. Vous n'allez pas tout le temps partir de là pour venir essayer de venir placer des manuscrits à Douala ou à Yaoundé ou bien les envoyer à l'étranger. C'est même peut-être plus facile pour vous de les envoyer à l'étranger. Mais ce qui serait mieux, c'est de recréer une chaîne de livres viable. Ça veut dire que vous allez pouvoir éditer vos livres sur place. Ils vont pouvoir circuler, ne serait-ce que dans votre région, dans un circuit que vous pouvez contrôler, afin que les rééditions de comptes soient sincères. Voilà une façon d'exister. Et le problème avec les auteurs, c'est que parfois, il y en a qui font de l'auto-édition. Ils se retrouvent donc en même temps auteur, éditeur, distributeur, vendeur, libraire, lui seul. De sorte que, en fait, il n'a plus le temps d'écrire un deuxième roman, un deuxième livre, que ce soit un essai. Chacun doit rester à sa place et essayer de prospérer en tant que tel. Parce que c'est des métiers, hein. Éditeur, c'est un métier. Libraire, c'est un métier. Bibliothécaire, c'est un métier. Il y a des gens qui vont apprendre ces métiers-là et vous ne savez pas le faire. Peut-être que vous avez reçu la grâce de pondre du texte. Ne vous imaginez pas, bon, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver, mais généralement, on se casse la gueule en voulant faire le travail d'autrui. Quand vous voulez faire le travail d'autrui en lieu et place du vôtre, vous vous cassez généralement la gueule parce que vous allez sortir un produit
qui aurait pu être de meilleure qualité et que parce qu'il n'a pas été normé, on parle des normes, mais il ne respecte pas les normes, il va disparaître, il va mourir de sa bonne mort, alors que peut-être il recelait quelques qualités. D'accord. Et Mouklo, en restant avec toi, je ne sais pas si le professeur est déjà de retour avec nous. Il y a Calice Laurence qui parle de la recherche effrénée de la visibilité par les nouvelles plumes. Déjà, je me rappelle, il y a 10 ans, j'ai rencontré une jeune étudiante de l'ESTI qui était en phase de devenir éditrice aussi, qui me demandait s'il ne pouvait pas y avoir une institution, s'il ne peut pas créer quelque chose qui allait réguler la production des livres, de telle sorte que soient sanctionnés les éditeurs qui mettent sur le marché des livres avec beaucoup de fautes, des livres de piètre qualité et tout. Alors, cette recherche effrénée de la visibilité, est-ce qu'on peut l'enrayer? Est-ce qu'il est déjà possible de l'enrayer? Quand on laisse l'auto-édition qui n'occupe pas la plus grande place, on voit que ce sont les éditeurs qui mettent un peu plus sur le marché des livres qui devraient rester dans leur comité éditorial, d'autres livres qui devraient même être renvoyés à la formation de l'auteur. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement face à cette recherche effrénée de la visibilité par les nouvelles plumes qui, bien sûr, nourrit aussi la recherche effrénée du gain par les éditeurs? Bon, la recherche effrénée de la visibilité n'est pas... Moi, je ne vois pas que c'est un délit. Du moment que vous proposez quelque chose qui tienne la route, c'est bien votre droit de rechercher de la visibilité. Et puis, de toute façon, on ne peut pas évoluer sans visibilité. Le seul souci, c'est est-ce que le produit que vous mettez à disposition du public est sérieux? Je trouve que c'est un outrage, c'est l'outrage suprême que de lire un livre bardé de fautes. Vraiment, le livre, quel que soit le livre, que ce soit un livre de cuisine, un livre d'histoire, une bande dessinée, retrouver un certain rythme de faute dans un livre tient de la profanation même. Et voilà mon seul souci avec les gens qui balancent les livres dans le public sans s'assurer de leur qualité. Qu'ils recherchent la visibilité ou pas. Ce n'est pas ça. Moi, je pense qu'il appartient au ministère, parce qu'on a quand même un ministère des Arts et de la Culture qui recèle en son sein une direction du livre et de la lecture. Et donc, voilà ce qui devrait s'assurer que... Oui, c'est comme pour les produits pharmaceutiques. On fait tout pour qu'il y ait une certaine norme, parce que les dégâts sont comparables que de consommer un produit périmé ou bien de s'instruire dans un livre qui est faux. Les dégâts sont comparables. Donc, il appartient aux structures gouvernementales de s'assurer que ne paraît... Parce que les livres qui doivent paraître sont forcément imprimés. Forcément imprimés. Peut-être qu'on ne pourra pas tomber sur les réseaux sociaux, mais quand même, l'objet qu'on tient en main, il ne peut pas tomber de nulle part. Il va passer par une imprimerie. Donc, ne serait-ce que par là, on peut s'assurer que le travail ici est bien fait. Une direction comme celle du livre de la lecture devrait pouvoir... Parce qu'il n'y a pas 1000 imprimeurs au Cameroun quand même. On devrait pouvoir s'assurer parce que c'est, vous savez, la pensée profonde d'un peuple, elle passe par le livre. C'est là qu'elle est consignée et c'est comme ça qu'elle marche. Elle va, à travers les 1000 vies du livre, impacter beaucoup de générations. Mais quand c'est mal écrit ou bien c'est écrit à travers les fautes. Mais il y a des gens au Cameroun qui sont des célébrités et qui nous sortent des livres bardés de fautes. C'est-à-dire que vous avez de la peine à croire que c'est faux. Et ces gens se revendiquent comme des intellectuels. Et les livres sont quand même sortis. Les livres sont sanctement passés entre les mains des éditeurs alors que c'était des prestataires de services. Parce que vous savez quand même que c'est une activité, quand elle est quelque peu bien faite, qui génère de l'argent. Quand vous avez un phénomène comme Djali Amadou Amal, ça donne des idées à certains éditeurs que peut-être la prochaine, ça sera chez nous. Et donc, ils se jettent dans une activité qui est normalisée et donc ils ne maîtrisent pas les canons. Et c'est au ministère de réguler ça, de s'assurer que un librairie a suivi tous les stages où on peut le contrôler, on peut l'évaluer pour savoir s'il est propre ou non à mettre à disposition du public. En dehors de ça, on ne peut rien. D'accord, bien. Nous prenons ce commentaire de la fleur Donia qui donne une précision. Le week-end de l'écrivain est un événement qui promeut
la rencontre de nouveaux auteurs organisée par Valère Bellard, promoteur de Argent Livre. La troisième édition, justement, se tiendra ou alors aura lieu en août à Yaoundé. Donc voilà, on espère avoir plus de précisions, justement, comme l'a indiqué Jean-Pierre Noël Bateau. On espère avoir la fleur, on espère avoir beaucoup plus de précisions sur cet événement et on participera bien sûr à juste titre pour voir ce qu'on peut en faire. Nous arrivons au terme de notre programme et surtout au terme de la Secrelo, une semaine que nous avons passé avec vous. Et ça, voilà, c'est Pauline qui applaudit à côté. Donc, on est plus libre de parler dans son pays. Donc, voilà, c'est quelque chose de très important pour nous tous. Et Moudlon, merci vraiment d'avoir été un jour comme celui-ci pour nous aider à voir un peu plus clairement dans la difficulté déjà à réaliser une écriture et surtout la facilité qu'on acquiert en domptant cette difficulté, en se mettant au travail, en étant patient, en lisant beaucoup et en observant. Parce que ça, tu l'as dit, il ne faut pas attendre d'être sacralisé parce que la littérature en elle-même est déjà sacrée. Je crois que nous allons retenir ce point de vue qui est très important parce que tout le monde court après une gloire, après un prix, après un très grand éditeur, comme on les appelle, mais on oublie que la littérature est déjà sacrée. Et si on commence par respecter la norme de ce sacré, on finit par s'inscrire dans quelque chose, on ne sait pas où ça va nous porter. Peut-être nulle part, mais aussi certainement partout. Partout où on pourra tenir un livre. Donc, merci beaucoup. Moudlon, je te laisse le mot de la fin, surtout parce qu'il a été grandement question de nos jeunes et nouveaux auteurs face à la critique. Alors, je te laisse le mot pour conclure cette semaine. C'est moi qui vous remercie. Je souhaiterais déjà dire au professeur Pangop que à la première occasion, je me ferai le plaisir d'aller à Tchang, à l'université. Donc, parfait, ça c'est parfait. Voilà. Vous savez, moi, j'essaie de répondre, surtout quand il s'agit de littérature au Cameroun, j'essaie de répondre présent partout où je suis sollicité. Et donc, même s'il n'est plus en ligne, il faudra lui transmettre ce message-là. Je suis disposé à venir sans condition à l'université de Tchang. Ce que j'aimerais dire comme mot de la fin, c'est que l'intérêt, parce qu'on a beaucoup parlé de la norme, on a parlé de la sacralisation, mais il faut dire un mot sur l'intérêt ici. L'intérêt ici est civilisationnel. Vous savez, j'ai l'impression que les peuples africains sont plus pratiques qu'autre chose. Ça veut dire que voilà des gens, quand ils se lèvent le matin, ils s'occupent d'abord du pain quotidien et de rien d'autre. Il manque de militants. Je ne parle pas de militants politiques, je parle de gens qui sont capables de se mobiliser pour une cause et de structurer leur quotidien et même leur vécu par rapport à cette cause. Pour le moment, on est loin du compte. On est très loin du compte et pendant qu'on est en train de se régner chaque jour à cause du pain quotidien, vous avez ailleurs des gens qui reconfigurent le futur. Et pour que cela ne se fasse pas une fois de plus au détriment de l'Afrique, il est temps que chez nous, ici, là, à un moment donné, qu'on s'investisse dans l'enrôlement des masses et leur préparation idéologique. Et s'il y a bien un domaine où la littérature est imbattable, c'est celui-là. C'est pris avec beaucoup de sagesse. Merci beaucoup, Moudlon. La littérature est sacrée. C'est ce que nous retenons. Les normes, les intérêts dépendent des auteurs. Et Moudlon a été c'est bien étendu là-dessus. Alors, merci et à très bientôt. Nous espérons vous retrouver grandement nombreux, toujours et partout où il sera question de livres. Merci et à très bientôt.